La neige tombait drue et implacable sur l'avenue des Champs-Élysées. Mathieu Laurent voûta les épaules contre le vent, ses bottes crissant dans la poudreuse fraîche tandis qu'il approchait du Lounge Aurore. Les enseignes au néon projetaient des lueurs pourpres et dorées sur le trottoir enneigé. Il n'aurait pas dû être là. Chloé avait un récital de piano le lendemain matin, mais Lucas avait appelé depuis l'intérieur du club, les mots se bousculant dans un bredouillis confus, suppliant qu'on vienne le chercher avant qu'il ne commette une bêtise. Mathieu consulta son téléphone. La baby-sitter demanderait un supplément. Il gravit les marches verglacées vers l'entrée, la main tendue vers la poignée en laiton, quand la porte VIP s'ouvrit à la volée. Un coup de vent, un éclat de tissu noir. Une femme trébucha sur le palier, une main serrant une flûte de champagne, l'autre agrippant la bretelle de sa robe du soir. Le vent saisit le tissu comme une voile. Un claquement net retentit, audible malgré la tempête hurlante. La robe glissa. Le cerveau de Mathieu enregistra 3 détails en même temps. Des escarpins noirs sur la glace, une épaule nue, Émilie Duval, sa patronne. La femme qui dirigeait le groupe Stratégie Pont Nord avec une précision frisant la cruauté. La dirigeante qui avait validé sa promotion au poste de directeur créatif senior au printemps dernier. La reine des glaces, dont la cote de popularité parmi les employés frôlait le point de congélation. Leurs regards se croisèrent, le sien s'écarquillant de reconnaissance à travers les tourbillons de neige. Le sien figé par le choc. Le temps se figea. Les flocons semblaient suspendus entre eux, que la basse étouffée du club s'estompa. Émilie reprit ses esprits la première. Elle arracha un manteau de l'entrée, s'en enveloppa avec des gestes trop contrôlés, trop délibérés. Sa mâchoire se serra, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus dur. Mathieu détourna les yeux. Vite, son regard se posa sur la rambarde couverte de glace, sur ses bottes usées, n'importe où, sauf sur elle. « Je n'ai rien vu, » murmura-t-il, la voix à peine audible par-dessus le vent. Pas de réponse. Quand il releva la tête, elle avait disparu. La porte VIP s'était refermée. Seules des empreintes dans la neige fraîche subsistaient, déjà comblées par les flocons. Mathieu resta immobile, non pas à cause du froid, mais d'une certitude qui s'insinuait en lui comme du givre sur une vitre. Le lendemain matin allait être un désastre. Il trouva Lucas un peu plus tard, affalé dans une banquette avec 2 inconnus, et le traîna vers la sortie. Son frère protesta tout du long. Mathieu n'entendit pas un mot. Son esprit repassait en boucle ces quelques secondes. Le vent, le claquement, son visage. Son téléphone vibra alors qu'il attachait Lucas sur le siège passager. Un message de .duval@pontnord.fr. Objet: réunion demain, mon bureau, à l'heure. Pas d'autre texte, pas d'explication. Mathieu resta assis au volant, moteur allumé, chauffage à fond. La neige s'accumulait sur le pare-brise. Lucas ronflait à côté. 8 mots. C'était tout ce qu'il fallait. La prévision annonçait une couche épaisse pendant la nuit. La ville s'éveillerait ensevelie et silencieuse. Magnifique, si l'on n'était pas sur le point de tout perdre. Mathieu s'inséra dans la circulation, les essuie-glaces luttant contre les flocons. Par le rétroviseur, il vit le Lounge Aurore disparaître dans le rideau blanc de la tempête. Il avait travaillé dur pour bâtir une sécurité pour lui et Chloé. Des années à grimper de designer junior à directeur créatif senior. Des années à prouver qu'il pouvait être à la fois un père dévoué et un employé précieux. Un instant, un coup de vent, une femme. Le lendemain déciderait si tout cela avait compté. L'appartement était plongé dans l'obscurité quand il rentra enfin. Madame Bertrand dormait sur le canapé, la télévision clignotant. Mathieu la paya double, s'excusa à voix basse et verrouilla la porte derrière elle. La chambre de Chloé luisait d'une veilleuse en forme de croissant de lune. Il s'arrêta sur le seuil, la regardant respirer. 6 ans, son monde entier se résumait à lui. Le message restait non lu sur son téléphone. Il n'avait pas besoin de le rouvrir. 8 mots gravés dans sa mémoire. Dehors, Paris sommeillait sous la neige. Dedans, Mathieu comptait les heures jusqu'à la fin possible de sa carrière.
Le matin suivant arriva enveloppé de silence. Mathieu se réveilla avant son alarme, comme toujours quand le stress s'insinuait dans ses os. L'appartement était froid. Il augmenta le thermostat et prépara du café. Par la fenêtre de la cuisine, la ville scintillait, blanche et immaculée. Le lever du soleil teinta la neige de rose et d'or. Cela aurait dû être beau. Au lieu de cela, Mathieu ne vit que la pile de factures sur le comptoir. Électricité, loyer, leçon de piano de Chloé, prime d'assurance santé. Son salaire couvrait à peine. Avec sa prime annuelle, il pourrait respirer. Sans son emploi, il n'osa pas achever la pensée. Chloé entra dans la cuisine en pyjama pingouin, ses cheveux blonds emmêlés par le sommeil. « Papa !»« Bonjour, ma puce !» Il la hissa sur un tabouret. « Comment te sens-tu » Elle posa une main sur son front avec théâtralité. « Encore chaude. » Mathieu vérifia. Une légère fièvre, comme la veille. Rien de grave, mais assez pour la garder à la maison loin du récital. Il avait déjà appelé Madame Girard pour s'excuser. « Des toasts avec de la confiture » demanda-t-il. « Sans les croûtes ?» « Évidemment. » « Tu es tant qu'à te demander, type commentation. » Pendant que le pain grillait, le téléphone de Mathieu resta face contre le comptoir. Il n'avait pas répondu au message. Que pouvait-il dire ? « Chère mademoiselle Duval, je suis désolé d'avoir assisté à votre incident vestimentaire. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai une enfant. » « Non. » Le silence radio était plus sûr. Chloé grignota son toast, les jambes ballantes. Oncle Lucas était bête hier soir. Il l'était. Mathieu versa du jus d'orange. Comment le sais-tu ? Tu faisais ta tête inquiète en rentrant. 6 ans, et elle le lisait comme un livre ouvert. Le week-end s'étira en longueur. Mathieu tenta de se distraire. Lessive, vaisselle, un marathon de Bob l'éponge avec Chloé sur le canapé. Mais chaque vibration de son téléphone lui faisait bondir le cœur. Le soir suivant, il donna un bain à Chloé. Lui lut « Où sont les bêtes sauvages ?» et la borda avec son lapin en peluche. « Papa a une grande réunion demain, » dit-il en lissant ses cheveux. « Tu vas gagner ? Comme quand tu as montré tes dessins aux gens et qu'ils ont applaudi. » Elle parlait de la présentation pour le projet immobilier des Berges. Émilie avait dirigé cette réunion. Mathieu avait exposé le concept créatif. Ils avaient décroché un contrat sur plusieurs années. Cela semblait appartenir à une autre vie. « Je ne sais pas, ma puce, mais je vais essayer. » Chloé bâilla. « Tu essaies toujours très fort. » Une fois qu'elle fut endormie, Mathieu s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Il ouvrit son CV mis à jour il y a longtemps. Son portfolio en ligne avait besoin d'être rafraîchi. Son profil LinkedIn était à moitié complété. Si Émilie le licenciait demain, il en aurait besoin. Le curseur clignotait dans la section historique d'emploi. Il tapa Groupe Stratégie Pont Nord, directeur créatif senior, puis effaça, puis retapa. Dehors, la neige recommençait à tomber. Paris en hiver ne faisait pas de cadeaux. Mathieu referma l'ordinateur. Il se dirigea vers la chambre de Chloé, s'arrêta sur le seuil, écouta sa respiration. Sa file, sa responsabilité, son monde entier dormant sous une couette violette ornée d'étoiles. La ville s'étendait au-delà de la fenêtre givrée. 1 million de lumières, 1 million de vies, toutes plus chaudes et sécurisantes que la sienne en cet instant. À minuit, Mathieu consulta la météo. Il relut le message une dernière fois. Rien de neuf. Juste ce message tapis dans sa boîte comme une grenade. Mon bureau, à l'heure pile. Il régla plusieurs alarmes, se glissa dans son lit et ne dormit pas. Le radiateur cliquetait. Le vent secouait les fenêtres. La neige s'amoncelait contre la vitre. Le lendemain était tout proche. Mathieu arriva au groupe Pont Nord un peu en avance. Le hall d'entrée brillait de marbre poli et de lumière hivernale filtrant par les baies vitrées. Il prit l'ascenseur jusqu'au 18e étage, chaque numéro s'allumant comme un compte à rebours. Le bureau d'angle d'Émilie surplombait la scène, gelée et couverte de neige. Son assistante n'était pas encore à son poste. La porte et les tarots entrebâillaient. Mathieu frappa 2 fois. « Entrez !»
Sa voix n'exprimait ni chaleur ni colère, juste une directive. Il pénétra. Le bureau était tel qu'il s'en souvenait. Minimaliste, précis, rien de personnel, sauf une unique photo sur le buffet. Il n'avait jamais été assez près pour voir qui y figurait. Émilie était assise derrière son bureau en verre, vêtue de gris anthracite, cheveux tirés en arrière avec sévérité. Elle ne leva pas les yeux de sa tablette. Fermez la porte. Mon Mathieu obéit. Ses mains étaient moites, malgré le froid. Elle croisa enfin son regard pendant quelques secondes. Aucun ne parla. Vendredi soir, commença-t-elle. Je n'ai rien vu, dit Mathieu précipitamment. J'ai détourné les yeux immédiatement. Je n'en parlerai à personne. Jamais. L'expression d'Émilie ne changea pas. Asseyez-vous, monsieur Laurent. Il s'assit. Le fauteuil en cuir semblait trop mou, trop bas. Elle avait l'avantage du terrain. Littéralement. Je ne vous licencie pas, dit-elle. Le souffle de Mathieu se bloqua. Vous ne... Vendredi a été regrettable pour nous deux. Elle posa sa tablette. Vous avez réagi correctement. Vous êtes parti. Vous n'avez pas aggravé les choses, je vous remercie. Cependant, elle se leva, s'approcha de la fenêtre, la rivière gelée s'étalait en bas. Ce qui s'est passé reste entre nous, absolument non négociable. Bien sûr, elle se tourna. Je dois savoir que vous comprenez l'enjeu. Cette entreprise a un problème de culture. Ragot, spéculation, drame inutile. Je n'y contribuerai pas, vous non plus. Vous avez ma parole. Émilie l'observa. Mathieu soutint son regard, même si tout en lui voulait l'éviter. Enfin, elle hocha la tête. Bien. Maintenant, parlons de la vraie raison de votre présence ici. Mathieu cligna des yeux. Je pensais... Harper Mondial. Elle afficha une présentation sur le grand écran mural. Une compagnie d'assurance septuagénaire, des millions de revenus, une marque stagnante. Il cherchait une stratégie de repositionnement complète. Des images emplirent l'écran, logo daté, site web maladroit, publicité oubliable. Ils ont demandé des propositions à 4 agences, poursuivit Émilie, dont la nôtre. Le pitch est imminent. C'est serré. C'est voulu. Ils veulent voir qui peut agir vite. En Mathieu, elle passa à la diapositive suivante. Brief créatif, démographie cible, livrable. Je vous nomme responsable créatif. Mathieu se pencha en avant. Moi ? Vous avez dirigé le projet des berges. Vous avez livré pour les propriétés riveraines. Votre travail est clair, stratégique, humain. Elle marqua une pause. Ce projet en a besoin. J'apprécie la confiance, mais... Mais quoi ? Il désigna vaguement la pièce. La situation. Je pensais, après vendredi, j'ai réalisé quelque chose. Le ton d'Émilie s'adoucit imperceptiblement. Vous êtes professionnel, vous respectez les limites, ces qualités sont plus rares qu'elles ne devraient l'être. Elle afficha un calendrier de projet. C'est un partenariat, monsieur Laurent. Vous gérez la création. Je m'occupe des relations clients et de la stratégie. Nous travaillons en étroite collaboration. Pouvez-vous le faire ? Mathieu regarda l'écran. L'opportunité étalée en diagrammes Gantt et jalons. Il pensa à la fièvre de Chloé, aux factures sur son comptoir, aux CV mis à jour la veille. Il pensa à l'alternative. Chômage, incertitude, recommencer à zéro. Oui, dit-il, je peux. Bien. Émilie tendit la main par-dessus le bureau. Gagnons cela. Mathieu se leva. Sa poignée de main fut ferme, brève, professionnelle. En quittant son bureau, le soleil perça les nuages dehors. La lumière inonda le couloir, se reflétant sur les toits enneigés de la ville. Il avait encore son emploi. Plus que cela, il avait une chance. Les jours raccourcirent. L'obscurité arrivait tôt, transformant le bureau en île de lumière cernée par la nuit gelée. Mathieu travaillait tard la plupart des soirs. Émilie aussi. Son bureau luisait au bout du couloir comme un phare. Toujours occupé, toujours concentré. Ils trouvèrent un rythme. Réunion matinale, revue créative l'après-midi, Harper Mondial consumait tout. Architecture de marque, cadre de messages,
système d'identité visuelle. Émilie était exigeante. Elle questionnait chaque choix, repoussait les réponses faciles, exigeait plusieurs versions quand Mathieu en pensait une suffisante. Mais elle n'était pas cruelle. Elle écoutait. Quand Mathieu expliquait sa pensée, vraiment, avec recherche et raisonnement, elle y réfléchissait. Parfois, elle approuvait. Parfois, elle l'améliorait. La réputation de reine des glaces perdait de son sens. Ses palettes de couleurs, dit-elle un soir, stylées survolant sa tablette. Elles paraissent pas sécurisantes. Tameko. Mathieu leva les yeux de son ordinateur. Harper utilise du bleu marine et de l'argenté depuis des décennies. Nous évoluons, pas détruisons. L'évolution exige du courage. Elle afficha des recherches concurrentielles. Regardez Progressive ou Geico, ils n'hésitent pas quand ils disent pas à oser. Ils visent aussi des démographies différentes, n'est-ce pas? Émilie a grandi un graphique de données. Le client moyen de Harper est âgé, mais leur nouveau client idéal est plus jeune. Pour qui concevons-nous? Mathieu s'adossa. Elle marquait un point. Pour les deux. Montrez-moi comment. Il prit un marqueur, s'approcha du tableau blanc près de son bureau, esquissa des concepts rapides, signaux de confiance traditionnels jumelés à une énergie moderne. Bleu héritage rencontre corail électrique, polissé serif avec forme géométrique. Émilie observa. Quand il termina, elle hocha lentement la tête. Mieux, développer cette direction. Il était tard. Dehors, la neige tombait en spirale paresseuse. Votre fille, dit Émilie abruptement. Quel âge? La question le surprit. 6 ans, en primaire. Qui la garde quand vous travaillez tard? Madame Bertrand, la voisine d'en bas. Elle aide depuis la naissance de Chloé. Émilie nota quelque chose sur sa tablette. Mathieu ne vit pas quoi. Les gardes d'enfants coûtent cher, dit-elle. C'est gérable. Elle le regarda, vraiment, comme si elle voyait au-delà de l'employé, jusqu'à la personne en dessous. Être parent seul n'était jamais juste gérable. Mathieu ne sut que répondre. Le commentaire flottait entre eux. Ni jugement, ni pitié. Juste une reconnaissance. Mon père m'a élevé seul, ajouta Émilie. Après la mort de ma mère, j'avais 7 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Il a fait de son mieux. Elle reporta son attention sur l'écran. Assurez-vous de faire le vôtre. Ne laissez pas ce travail tout consumer. C'était la chose la plus personnelle qu'elle lui ait dite. Mathieu rangea ses affaires. Chloé a une pièce d'école bientôt. Je devrais partir tôt. À quelle heure commence-t-elle? Émilie consulta son agenda, bloqua la soirée. Je couvrirai ce qui surgit. Allez voir votre fille. En marchant vers sa voiture ce soir-là, Mathieu repassa la conversation. La femme réputée intouchable avait partagé quelque chose de vrai, d'humain. Le parking était glacial. Son haleine formait des nuages devant lui. Il gratta la glace du pare-brise, démarra le moteur, le laissa chauffer. Son téléphone vibra. de.duval@pontnord.fr. Objet. La pièce. Quelle est-elle? Mathieu sourit malgré lui. ae.duval@pontnord.fr. Objet. La pièce. Peter Pan. Chloé joue un enfant perdu. Elle a 3 répliques. La réponse arriva avant qu'il ne sorte du parking. d.duval@pontnord.fr. Objet 2. La pièce. Bonne chance à Chloé. Pas à vous. Nous avons besoin de vous en forme. Mathieu rentra chez lui à travers la neige, et pour la première fois depuis longtemps, il ne survivait pas seulement. Il allait presque bien. L'alerte tempête surgit l'après-midi. Une couche épaisse attendue. Rafale forte. Déplacement déconseillé. Mathieu consulta le radar météo. La tempête frappait déjà les banlieues ouest, avançant vite vers le centre. Il appela Madame Bertrand. « Je pars maintenant. Les routes empirent. »« Bien. J'ai fait de la soupe en plus. Prenez-en. » Plus tard, l'avenue des Champs-Élysées était embouteillée. Les voitures rampaient. La visibilité chutait à 0.
Ce qui aurait dû prendre peu de temps en prit beaucoup. Mathieu gara enfin sa voiture. L'immeuble était plaqué de neige. Il prit les courses du coffre, achetées plus tôt pendant la pause déjeuner, et entra. Madame Bertrand l'attendit à la porte de l'appartement, emmitouflée dans son manteau. Chloé fait ses devoirs, la soupe est sur la cuisinière. Pouvez-vous rentrer sans risque ? Mon fils est en bas avec son camion. Elle tapota le bras de Mathieu. Ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour la tempête. Une fois parti, Mathieu verrouilla et soupira. Chaleur, sécurité, maison. Chloé surgit de sa chambre, un crayon derrière l'oreille. Papa, Madame Bertrand a dit qu'il y a une tempête de neige, une grosse. Il embrassa son front. Ce qui veut dire qu'on reste dedans ce soir. Comme un jour de neige. Exactement comme un jour de neige. Bon moment, ils mangèrent la soupe aux légumes de Madame Bertrand avec du pain croustillant. Chloé babilla sur l'école, sur Marcus qui mangeait de la colle, sur le hamster de classe qui s'était échappé pendant la lecture, sur la nouvelle coupe de sa maîtresse. Le téléphone de Mathieu sonna plus tard. Numéro inconnu. Bonjour Monsieur Laurent, Émilie Duval. Il se redressa. Mademoiselle Duval, tout va bien ? Je suis coincé. Sa voix était tranchante. Professionnelle, mais il perçut une frustration dessous. J'ai quitté le bureau il y a peu. Ma voiture est en panne sur le quai de la Seine. Les dépanneurs disent un délai minimum long. Où exactement ? Elle indiqua l'endroit. Pas loin. Je peux venir vous chercher, dit Mathieu. Vous avez Chloé. Elle peut venir. Nous avons des bottes de neige. Silence. Puis, je ne veux pas m'imposer. C'est une tempête, mademoiselle Duval. Personne ne devrait être bloqué dedans. Plus de silence. Peu après, Mathieu s'arrêta près de sa Mercedes, feu de détresse clignotant faiblement à travers la neige. Émilie se tenait à côté, bras croisés autour d'elle. Son manteau en laine était de qualité couture, mais inadapté au vent. Chloé agita la main depuis la banquette arrière. « Bonjour, mademoiselle Duval. » Émilie monta à l'avant, apportant air froid et neige. « Ça sert merci à tous les deux. Pas de souci. » Mathieu augmenta la chaleur. « Mon appartement est peut-être plus proche que le vôtre. Attendez-y que les routes se dégagent. Je ne veux pas envahir votre soirée. »« Vous n'envahissez pas, » déclara Chloé. « On fait du chocolat chaud et papa me laisse des marshmallows en plus pendant les tempêtes. » Émilie croisa le regard de Mathieu. Il haussa les épaules. « Règle de la maison. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Émilie Duval sourit. Petit, bref, mais sincère. De retour à l'appartement, Mathieu lui donna des chaussettes sèches et un sweat, tandis que son manteau séchait sur le radiateur. Chloé sortit son puzzle de 500 pièces, un paysage hivernal avec une grange rouge et des chevaux. « Je suis nulle au puzzle, » dit Émilie. « C'est pas grave, papa est vraiment mauvais au coin. » Elles travaillèrent ensemble à la table de la cuisine. Le radiateur sifflait. Le vent hurlait dehors. Chloé expliqua sa stratégie avec l'autorité d'une enfant de 6 ans. Mathieu prépara du chocolat chaud, vrai chocolat fondu et fouetté avec du lait, surmonté de marshmallows. Il apporta 3 tasses à la table. Émilie serra la sienne à 2 mains. La vapeur montait devant son visage. Elle semblait différente ici, plus petite en quelque sorte, plus douce. « C'est agréable, » murmura-t-elle. Dehors, la tempête faisait rage. Dedans, la chaleur tenait bon. Le matin suivant arriva froid et éclair. La tempête était passée, laissant Paris enfoui sous une épaisse couche de neige fraîche. La ville se dégageait lentement, les chasse-neige raclant, les pelles cognant le bitume, la vie reprenant. Mathieu déposa Chloé à l'école primaire Victor Hugo. Elle bondit vers l'entrée en bottes violettes, sac à dos sautillant. « Attention sur la glace !» cria-t-il. Elle agita la main sans se retourner. Il roula jusqu'au bureau,
assista à la réunion matinale, revit plusieurs tours de création pour Harper Mondial avec Emily. Tout semblait normal, productif, sur les rails. Son téléphone sonna à midi. Numéro de l'école. Monsieur Laurent, ici le directeur Leclerc. Chloé a eu un accident à la récréation. L'estomac de Mathieu chuta. Elle va bien ? Elle est tombée sur la glace. Nous pensons que son bras est cassé. Les paramédics sont là. Ils recommandent l'hôpital Saint-Louis. J'arrive, tout de suite. Il attrapa son manteau, renversa presque son café. Émilie leva les yeux de son bureau. Que s'est-il passé ? Chloé. Hôpital. Je dois y aller. Je vous conduis. Vous n'êtes pas obligé. Daniel. Elle se levait déjà, clé en main. Je conduis. Ils atteignirent Saint-Louis rapidement. Émilie conduisait comme quelqu'un ayant appris à Paris, agressive, confiante, indifférente à la neige. Mathieu remarqua à peine. Son esprit tourbillonnait. Bras cassés. À quel point ? Chirurgie nécessaire ? Combien cela coûterait-il ? La salle d'urgence était éclairée au néon, bondée. Une infirmière les dirigea vers le box 7. Chloé était assise sur le lit, visage strié de larmes, berçant son bras gauche. Un paramédic lui parlait doucement. « Papa. » Elle tendit son bras valide. Mathieu la serra contre lui. « Je suis là, ma puce, je suis là. Ça fait mal. Je sais. Les docteurs vont t'aider. » Émilie resta en retrait, silencieuse, mais elle ne partit pas. Elle resta pendant les radios. Resta pendant que le docteur expliquait la fracture, nette, fracture du radius, semaines en plâtre, resta pendant que Chloé choisissait du violet pour le plâtre en fibre de verre. Le docteur travailla efficacement. Chloé fut courageuse. Elle pleura un peu, mais ne hurla pas. Mathieu tint sa main valide tout du long. Une fois fini, Chloé regarda le plâtre couvrant son avant-bras. « C'est si gros. »« Ça protège ton os pendant qu'il guérit, » dit le docteur. « Comme une armure. »« Les gens peuvent quand signer dessus ? » ?»« Absolument. » Émilie s'approcha du lit. Elle sortit un stylo argenté de son sac. « Puis-je » Chloé hocha la tête. Émilie écrivit avec soin sur le plâtre violet. Fille courageuse. « Aider. » Chloé étudia la signature. « Merci, mademoiselle Duval. »« De rien. » Plié sur un moment, ils libérèrent Chloé avec instructions, antidouleur et carte de rendez-vous. Mathieu la porta à la voiture. Elle devenait plus lourde, grandissant vite, comme les enfants quand on ne regarde pas. Émilie les ramena. Aucun adulte ne parla beaucoup. L'épuisement s'était installé. À l'appartement, Émilie aida Mathieu à installer Chloé sur le canapé avec oreiller, son lapin en peluche et une couverture. Elle trouva de l'ibuprofène enfant dans l'armoire sans qu'on le lui demande. Versa la dose exacte, la tendit à Mathieu. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il. « J'ai été enfant, je me suis cassé le poignet en tombant de vélo. » Chloé se redressa. « Ça faisait mal ? » ?»« Très. Mais ça a guéri. » »« Le tien aussi. » Mathieu raccompagna Émilie à la porte. La neige recommençait à tomber, légère, flottante, presque paisible. « Merci, dit-il, pour tout aujourd'hui. » Émilie regarda derrière lui, vers Chloé sur le canapé, l'appartement modeste rempli de dessins d'enfants, de meubles d'occasion et de chaleur. « Vous êtes un bon père, dit-elle. Avant qu'il ne réponde, elle partit. Mathieu ferma la porte. Il resta un moment, digérant la journée, la peur, le soulagement, la façon dont Émilie était restée. « Papa » appela Chloé du canapé. « Tu me lis ?»« Oui, ma puce, je te lis. » Il prit la toile de Charlotte sur l'étagère et s'installa près de sa fille, attentif à ne pas heurter son bras. Dehors, la neige continuait sur une ville qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Ils gardèrent Chloé une nuit en observation. Procédure standard pour les fractures pédiatriques, expliqua le docteur. Vérifier la gestion de la douleur.
surveiller les complications. Mathieu resta. Émilie partit chercher son sac de nuit et les affaires de Chloé. Elle revint avec vêtements, affaires de toilette, le lapin de Chloé et 2 sandwichs de la cafétéria de l'hôpital. « Vous devez manger », dit-elle en tendant un club à la dinde à Mathieu. Plus tard, Chloé dormait. Les antidouleurs avaient agi. Sa respiration était régulière, paisible. Le plâtre reposait sur un oreiller surélevé comme indiqué. Mathieu et Émilie s'assirent sur des chaises près du lit. L'hôpital bourdonnait autour d'eux. Bips lointains, pas feutrés, conversation basse dans d'autres chambres. « Vous n'aviez pas à rester » murmura Mathieu. « Je sais. Mais vous l'avez fait. » Émilie regarda Chloé. « Quand je me suis cassé le poignet, mon père est resté toute la nuit. Il a dormi sur une chaise exactement comme celle-ci. » Elle ajusta sa position, grimaçant. Ces chaises n'ont pas évolué depuis des décennies. Mathieu sourit, malgré tout. Vraiment pas. Le silence s'installa. Confortable pour une fois. Pas de pression à le combler. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Mathieu. « Cette réputation que vous avez, reine des glaces, intouchable. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Dehors, par la fenêtre, Paris scintillait, bâtiments illuminés contre le ciel nocturne. La vie continuait partout. « J'ai été seule longtemps, dit-elle enfin. Par choix, surtout. La carrière passait en premier. Les relations semblaient compliquées, risquées. Elle marqua une pause. Plus simple de ne pas s'en occuper. Depuis quand ? Longtemps. Mathieu digéra cela. Pas de partenaire, pas de famille, juste le travail. Vous ne vous sentez pas seul ? Demanda-t-il. Tous les jours. Sa voix était ferme, factuelle. La solitude semble plus sûre que la vulnérabilité, plus sûre que de laisser quelqu'un approcher, assez pour... Elle s'arrêta. Pourquoi ? Pour compter. L'aveu plana entre ceux. Mathieu le comprenait parfaitement. Il avait ressenti la même chose après le départ de la mère de Chloé. Mur dressé, cœur verrouillé, plus sûr seul. « Ah, puis-je vous dire quelque chose ?» dit-il. Émilie se tourna vers lui. « Oui. »« Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis la naissance de Chloé. » Des années. Pas parce que je ne veux pas, parce que j'ai peur. De quoi ? De tout rater, de mal choisir, d'amener quelqu'un dans sa vie qui partira. Il observa sa fille dormir. Elle a déjà perdu un parent, je ne peux pas lui en faire perdre un autre, donc vous la protégez en restant seule. Ce n'est pas vraiment vivre, Mathieu. Ni des années d'isolement volontaire. Émilie sourit légèrement, concédant. Touchée. L'infirmière entra vérifier les constantes de Chloé. Tout normal, elle sortirait le matin. Après son départ, Émilie remua sur sa chaise. « Je tiens à vous, à tous les deux. Je ne sais pas quoi en faire. » Le souffle de Mathieu se coupa. « Que voulez-vous en faire ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé aussi loin depuis des décennies. » Il tendit la main à travers l'espace entre les chaises, prit la sienne. Elle ne se retira pas. Nous pourrions le découvrir ensemble, dit-il lentement. Sans pression, juste voir ce qui arrive. Émilie regarda leurs mains jointes. Son pouce bougea légèrement, traçant le bord de sa paume. « Je ne suis pas douée pour le lent, dit-elle. Moi non plus. Mais peut-être est-ce le but. » Chloé remua dans son sommeil, murmura quelque chose d'incohérent. Ils se figèrent, observant. Elle se calma, respirant profondément. Émilie serra la main de Mathieu. « D'accord, voyons ce qui arrive. » Dehors, la ville étincelait. Dedans, quelque chose de neuf naissait. Mathieu s'éveilla à la lumière du soleil filtrant par la fenêtre de l'hôpital. Il s'était assoupi sur la chaise tard dans la nuit, son cou le lançait, son dos protestait. Émilie dormait sur le petit canapé près de la porte, roulée sous une couverture d'hôpital.
Ses cheveux s'étaient détachés de leur style sévère habituel, tombant sur son visage. Elle semblait différente, plus jeune, moins gardée. Chloé ouvrit les yeux. Papa. Bonjour ma puce, comment va ton bras? Elle agita ses doigts, testant. Ça va, toujours violet. Toujours violet. Il confirma. Ils la libérèrent donc. Émilie les ramena à l'appartement de Mathieu. Chloé s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par l'hôpital. Mathieu la porta dedans, la borda dans son lit. Elle dormirait des heures. Dans la cuisine, Émilie trouva des grains de café et des filtres sans demander. Elle prépara une cafetière pendant que Mathieu restait inutile, trop fatigué pour aider, qui pour aider. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. Il s'assit. Elle versa 2 tasses, ajouta de la crème dans la sienne comme il l'aimait. Comment savait-elle? L'avait-elle observé? Ils burent en silence. La neige fondait sur l'appui de fenêtre, goûtant en rythme lent. « J'ai dormi sur votre canapé hier soir, dit Émilie. Vous n'étiez pas obligé. Et je le voulais. » Mathieu posa sa tasse. Pourquoi? Elle réfléchit à la question. Parce que partir semblait faux, rester semblait juste. C'est nouveau pour vous. Très. Chloé apparut sur le seuil, frottant ses yeux de sa main valide. Mademoiselle Duval reste pour le petit déjeuner. Émilie regarda Mathieu, il la regarda. Voudriez-vous que je reste, que? Demanda Émilie. Oui. Chloé grimpa sur une chaise. Papa fait les meilleures crêpes. Vraiment. C'est ma spécialité, dit Mathieu. Il fit des crêpes, Émilie mit la table, versa du jus d'orange, trouva du sirop dans l'armoire. Ils se mouvaient autour l'un de l'autre facilement, naturellement, comme s'ils l'avaient déjà fait. Chloé mangea 3 crêpes. Elle parla entre les bouchées de son plâtre, de le montrer à sa classe, de devenir gauchère pendant des semaines. « Tu viendras encore à mon concert de printemps » demanda-t-elle soudain. « Émilie. » Émilie hésita. « Quand est-il ?»« Au printemps. On chante des chansons sur les fleurs. J'aimerais cela si ton père est d'accord. » Chloé se tourna vers Mathieu. « Papa. » Il croisa les yeux d'Émilie à travers la table. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Permission, espoir, possibilité. « Je suis d'accord, » dit-il. Après le petit déjeuner, Chloé voulut regarder des dessins animés. Émilie s'assit sur le canapé. Chloé grimpa aussitôt à côté, attentive à son plâtre, et s'appuya contre son épaule. Émilie se raidit une demi-seconde, puis se détendit. Son bras entoura doucement les épaules de Chloé. Mathieu observa depuis le seuil de la cuisine. Sa fille, sa patronne, Émilie leva les yeux, le surprit à fixer. Rien. Ce n'est pas une tête de rien. Chloé gloussa. Le papa fait cette tête quand il est heureux. Vraiment? Émilie sourit. Oui, c'est sa tête heureuse. Dehors, le soleil montait plus haut. La neige fondait. La ville dégelait lentement. Dedans, le téléphone de Mathieu vibra. Travail, message, réunion Harper Mondial programmée. Il le mit en silencieux. Le travail pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, quelque chose comptait plus. Le jour suivant arriva avec un ciel clair et des températures en hausse. Le bureau bruissait de préparation. Les dirigeants de Harper Mondial arriveraient bientôt. Mathieu avait travaillé tout le week-end, affinant chaque détail. Émilie avait fait de même. Ils avaient échangé des messages tardifs, des textos nocturnes, des révisions jusqu'à la perfection. La salle de conférence au 18e avait des baies vitrées sur la scène, encore gelées mais craquelées par le dégel. Des panneaux de présentation bordaient les murs. Maquettes numériques chargées sur les écrans. Prototypes physiques disposés sur la table. En tête, carte de visite, documents de police redesignés avec la nouvelle identité de marque. Émilie en marine, Mathieu en gris, professionnels, unis. L'équipe Harper arriva un peu en retard. 3 dirigeants, la PDG Marguerite Harper, le directeur marketing Jacques Chen et la directrice financière Patricia Whitmore. Tous à faire, tous sceptiques. Et merci de nous recevoir, commença Émilie. Et nous savons que vous évaluez plusieurs agences. Nous allons vous montrer pourquoi Pont-Nord est différent.
Elle passa la main à Mathieu. Il les guida à travers la stratégie créative. Non seulement l'apparence de la nouvelle marque, mais pourquoi elle importait. Recherche sur la psychologie client, données sur les shifts de marché, histoire de vraies personnes needing assurance, mais aliénées par la froideur corporative. Harper Mondial a bâti la confiance pendant des décennies, dit Mathieu. Nous ne demandons pas d'abandonner cela. Nous demandons de l'étendre. Il révéla le concept central, permission d'être réel. Nouveau slogan, la vie arrive, nous sommes là. Identité visuelle équilibrant, héritage et humanité. Bleu marine restait, mais jumelé à un terracotta chaleureux. Typographie serif rencontrait sans sérif amical. Formalité rencontrait approche. Marguerite Harper se pencha, étudiant les maquettes. Guidez-moi à travers un parcours client. Émilie intervint. Mère célibataire, fin trentaine, achetant sa première maison. Elle est submergée, effrayée des erreurs. Mathieu avança la présentation. Expérience Harper actuelle. Il montra le site existant. Texte dense, jargon corporatif, formulaire intimidant. Nouvelle expérience Harper. Il montra le redesign. Langage simplifié, guide visuel, ton rassurant. Nous ne vendons pas juste de l'assurance. Nous donnons permission d'être imparfait, de poser questions, d'être humain. Patricia Whitmore nota. Jacques Chen hocha lentement la tête. Émilie présenta la stratégie d'implémentation. Calendrier, budget, mesure. Tout impeccablement bouclé, professionnel, étanche. Quand ils finirent, Marguerite s'adossa. Vous avez clairement fait vos devoirs. Oui, dit Émilie. Mais les autres agences aussi. Vrai, mais elles vous vendent du marketing. Nous vous vendons une transformation. La pièce se tut. Dehors, une fissure apparut dans la glace de la rivière. L'eau luisait dessous. Marguerite se leva. Nous devons discuter en interne. Nous avons des questions. Bien sûr, dit Émilie. Nous sommes disponibles quand vous voulez. L'équipe Harper partit. La porte de la salle se ferma. Mathieu expira. Je ne sais pas si ça s'est bien passé ou mal. Bermanguet sans chiant, oui. Bien, dit Émilie. Croyez-moi. Ils démontèrent la présentation. Matériaux physiques dans des dossiers, fichiers numériques sauvegardés. Le téléphone de Mathieu vibra. Message de Madame Bertrand. Chloé demande quand vous rentrez. Elle veut montrer ses signatures sur le plâtre. Il sourit. Montra à Émilie. Allez-y, dit-elle. Je termine ici. Sûr ? Oui. Allez avec votre fille. Mathieu prit son manteau. À la porte, il hésita. Émilie leva les yeux de l'emballage des panneaux. Oui, nous l'avons fait. Il quitta le bureau sentant quelque chose d'inconnu. Pas juste espoir pour le pitch, quelque chose de plus grand. Comme si les pièces de sa vie s'assemblaient enfin. Ils libérèrent Chloé l'après-midi suivant. Jour post-fracture, douleur gérée, guérison en cours. Mathieu prit congé pour la garder confortable à la maison. Émilie appela. « Comment va-t-elle » ? « Bien. Ennuyée. Elle a déjà couvert son plâtre de stickers. Ça ressemble bien à une enfant de 6 ans. » Mathieu perçut quelque chose dans sa voix. « Vous allez bien ?» Pause. La réunion Harper est plus qu'un suivi. Je devrais être là à préparer. Alors préparer. Je pensais... Une pause plus longue. Je pourrais venir. Si c'est d'accord. Je pourrais travailler de chez vous, vous tenir compagnie. Mathieu balaya l'appartement du regard. Vaisselle dans l'évier, linge sur la chaise, jouets de Chloé partout. L'endroit est en désordre, dit-il. Je m'en fiche. Alors oui, venez. Elle arriva avec son ordinateur, un sac de bagels et du fromage frais. Chloé s'illumina. Mademoiselle Duval. Bonjour Chloé, j'ai apporté le déjeuner. Ils mangèrent des bagels à la table de la cuisine. Chloé montra à Émilie chaque signature sur son plâtre. Madame Bertrand, directeur Leclerc, camarade de classe, l'infirmière scolaire.
Tu as besoin de plus d'espace, dit Émilie. Papa dit que je ne retourne pas à l'école avant bientôt, donc plus de signatures. Eh bien... Émilie sortit son stylo argenté. Je pourrais en ajouter une. Elle écrivit sur un espace vide près du coude de Chloé, de plus en plus courageuse chaque jour. Chloé lut attentivement. Merci. De rien. Émilie installa son ordinateur à la table. Mathieu prépara du café. Chloé s'installa sur le canapé avec des livres de coloriage. Ils travaillèrent en silence confortable. Émilie tapa. Mathieu esquissa des affinements pour les matériaux Harper. Le radiateur sifflait. Dehors, la température montait, le jour le plus chaud depuis des semaines. Plus tard, Émilie referma son ordinateur. « Je dois vous dire quelque chose. » Mathieu posa son crayon. « D'accord ? La réunion. Ce n'est pas juste un suivi. Harper veut nous offrir le contrat. Ils choisissent Pont-Nord. C'est incroyable. Pourquoi ne pas commencer par ça ? Parce que le contrat n'est pas pourquoi je suis ici. » Chloé leva les yeux de son coloriage. « Pourquoi êtes-vous ici, mademoiselle Duval ?» Émilie se tourna vers elle. « Parce que je voulais être ici avec vous deux. » Oh, Chloé réfléchit. « Vous nous aimez beaucoup ? Vous aimez mon papa ?» Émilie jeta un coup d'œil à Mathieu. Il retint son souffle. « Oui, dit-elle. J'aime beaucoup ton papa. » Chloé hocha la tête, satisfaite, et reprit son coloriage. Mathieu se leva, s'approcha d'Émilie. Elle leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas comment faire ça, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. » Faire quoi ? Tenir à des gens, les laisser tenir à moi, risquer tout en se sentant réel. Vous voulez un secret ? Mathieu s'accroupit près de sa chaise. Je ne sais pas non plus, j'ai peur depuis le jour de la naissance de Chloé. Mais on le fait quand même parce qu'elle vaut la peur. Les yeux d'Émilie fouillèrent son visage. Et nous, ça, ce que nous construisons. Mathieu prit sa main. Ça vaut le coup. Elle se pencha, l'embrassa. Doux, bref, testant. D'accord, chuchota-t-elle. D'accord, je reste. Pas juste aujourd'hui, je veux dire si vous voulez. Mademoiselle Duval, appela Chloé du canapé. Vous êtes la copine de papa maintenant ? Émilie rit, un vrai rire, surpris et sincère. Je crois que oui. Bien. Vous restez dîner ? Papa fait des spaghettis. Mathieu croisa les yeux d'Émilie. Pouvez-vous ? Oui, dit-elle. Je peux rester. Ce soir-là, ils mangèrent des spaghettis à la petite table de la cuisine. Chloé raconta des histoires d'école d'écoute. Émilie posa des questions. Mathieu les observa, peinant à croire que c'était réel. Après dîner, ils firent la vaisselle ensemble. Chloé supervisa depuis sa chaise, donnant des ordres. Dehors, le soleil se coucha sur Paris. La neige fondait. Les rues luisaient humides. Le pire de l'hiver passait. Dedans, l'appartement de Mathieu s'emplit de voix, de rires, de vie. Émilie resta jusqu'à l'heure du coucher de Chloé. Elle lut « Bonne nuit lune » pendant que Mathieu nettoyait la cuisine. À la porte, elle l'embrassa encore, plus long cette fois. « À bientôt, dit-elle. À bientôt. » Elle partit. Mathieu verrouilla, s'appuya contre la porte. Son téléphone vibra. 2.duval@pontnord.fr. Objet. Ce soir. Merci pour tout. Et point. Mathieu sourit. L'hiver n'était pas fini, mais le printemps arrivait. Et pour la première fois depuis des années, il croyait au nouveau départ. Dans cette histoire touchante, où un simple coup de vent sur les pavés enneigés de Paris bouleverse le destin de Mathieu et Émilie, nous découvrons une leçon profonde sur la vulnérabilité et la connexion humaine. La vie, souvent imprévisible, nous confronte à des moments de fragilité, comme cette robe qui glisse, révélant non seulement une peau nue, mais aussi les failles intimes que nous cachons sous nos armures professionnelles. Mathieu, père solitaire dévoué à sa petite Chloé, et Émilie, dirigeante implacable hantée par la solitude, nous rappellent que derrière les masques de la réussite se cachent des cœurs assoiffés d'empathie.
Au fil des tempêtes hivernales et des épreuves partagées, une voiture en panne, un bras cassé, des nuits blanches à l'hôpital, ils apprennent à baisser la garde, à transformer un incident embarrassant en une opportunité de tendresse. Cette évolution émouvante nous enseigne que la vraie force réside dans l'acceptation de nos imperfections, dans le courage d'ouvrir son âme à l'autre, même après des années d'isolement. Dans un monde où la carrière dévore tout, où la peur de l'abandon paralyse, leur lien naissant nous murmure que l'amour peut surgir des endroits les plus inattendus, guérissant les blessures invisibles et illuminant les hivers les plus sombres. Chers amis, cette narration nous invite à réfléchir. Avez-vous déjà vécu un moment fortuit qui a changé votre vie ? Partagez vos expériences émouvantes dans les commentaires ci-dessous, et si cette réflexion vous a touché au cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui réchauffent l'âme. Ensemble, explorons les beautés cachées de l'existence.